Après m'avoir ligoté Alien Vixen, voulait savoir si je pouvais encore lui faire confiance. J'espère que vous apprécierez votre séjour dans ce royaume fantastique. Laissez un commentaire pour nous dire où vous êtes en ce moment. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez cet article. Sur Yuna, l'air avait le goût de terre rance et d'ozone. Une douceur métallique étrange à la fois énergisante et déconcertante persistait dans le souffle de Ben accroché au fond de sa gorge. L'objectif principal de sa vie avait été la carte stellaire antique pendant 23 années standard. Une obsession obsédante qui l'avait entraîné à travers des négociations commerciales tumultueuses sur Cygnus X1, des batailles armées violentes dans les ceintures d'astéroïdes désolés du bord de Tarteus et l'isolement profond et déprimant de l'espace. Avec seulement un cargo modifié et une connaissance approfondie de la physique stellaire, il avait déjoué des flottes d'entreprises marchandées avec des courtiers en information qui parlaient en énigmes et triaient des gigaoctets de données endommagées. Tout cela pour une rumeur, un murmure ou peut-être juste une signature énergétique qui l'a amené ici comme par magie. Au bout d'un chemin qui avait dévoré les meilleures années de sa vie, se trouvait cette lune d'un autre monde, baignée dans le crépuscule éternel de ses fils jumeaux, l'un d'un rouge profond et déclinant l'autre d'un bleu éclatant. Plutôt que de la fatigue physique, il ressentait un profond épuisement spirituel qui lui donnait l'impression que cette dernière étape de son voyage était plus un dernier pari désespéré qu'une arrivée victorieuse. Ses pas étaient délibérés et économes alors qu'il se frayait un chemin à travers la verdure surnaturelle du bosquet crépusculaire, ses bottes à peine audibles sur le sol couvert de mousse qui scintillait d'une lumière ambiante éthérée. Le bosquet était plus qu'une forêt selon toutes les connaissances qu'il avait méticuleusement recueillies. On pensait que l'endroit était gardé par des esprits divins de renards qui s'occupaient d'énigmes et de contraintes. C'était un creuset semi-sentient qui testait les intentions de tous ceux qui s'y aventuraient. Il portait une chemise tactique fiable en fibres balistiques, mais l'air humide la rendait oppressante. Il tenait le couteau à plasma près de sa cuisse, non pas parce qu'il était agressif, mais parce que c'était un poids familier et rassurant. Les arbres énormes de cette région avaient des motifs irisés sur leur écorce, qui bougeaient et tourbillonnaient comme de l'huile sur l'eau, créant un effet chatoyant. La lumière des soleils jumeaux était poussée dans une obscurité semblable à celle d'une cathédrale par la canopée dense au-dessus, avec des rayons de violet et d'or peignant le sol de la forêt, en motifs envoûtants qui changeaient avec les saisons. Le capteur environnemental attaché à son poignet et l'amortisseur d'énergie qui bourdonnait doucement à sa ceinture étaient ses outils de confiance. Cependant, il accordait plus de foi à ses instincts et chacun d'eux lui criait de s'arrêter. Il lui disait qu'un intellect à la fois plus ancien et plus complexe que tout ce qu'il avait jamais connu l'observait. Une explosion de mouvements abrupts et bien coordonnés émanant de la terre sur laquelle il se tenait constituait l'assaut. Le fond de la forêt éclata autour de lui, alors que d'épaisses lianes de senuets de la couleur du sang séché jaillissaient vers le ciel à une vitesse incroyable. Une minute, il étudiait un amas particulièrement dense de champignons lumineux la suivante. La réponse fulgurante de Ben témoignait d'une vie passée au bord du précipice. Événement tragique. La première liane fut coupée avant qu'elle ne puisse complètement s'enrouler autour de sa jambe par le sifflement de son couteau à plasma qui avait une lame bleu-blanc. Un petit crépitement, alors que l'extrémité cautérisée tombe. Dans un tourbillon d'efficacité habile et désespéré, il tordit et trancha celui qui se dirigeait vers son cou, puis un autre qui essayait d'entraver son bras armé. C'était une tentative de féodalisme, cependant comme combattre une inondation avec un seau. Alors qu'il tranchait une vigne, deux autres l'attaquaient de directions différentes. Leurs actions n'étaient pas hasardeuses ou irrationnelles, mais fluides et intelligentes, comme si elles étaient dirigées par une seule intention maléfique. Il lui faisait du mal, dirigeait chacun de ses pas et le repoussait dans le tronc d'un immense arbre faiblement éclairé dont l'écorce semblait étrangement chaude.
Ce n'était pas la force physique, mais un plan étouffant et imbattable qui avait finalement eu raison de lui. Au moment où la dernière liane épaisse enserra son torse et lui plaqua les bras contre le corps, il réalisa qu'il avait perdu. Une personne descendit silencieusement des épais arbres au-dessus, se posant doucement sur le sol mousseux devant lui. Une explosion de fourrure rouge-orange brillante révéla un être vivant et terrifiant, de forme humanoïde, mais d'une étrangeté frappante. Son attention effrayante était égalée par ses yeux jaunes perçants qui étaient réduits à des fentes verticales et fixés sur lui. Derrière elle, 4 longues queues incroyablement touffues se balançaient doucement, chacune bougeant avec sa propre vie expressive. Ces contes qu'il avait rejetés comme de simples folklore étaient ramenés à la vie par Jenny ou Janara, comme son peuple était connu. Ses mouvements étaient fluides et délibérés, tandis que ses doigts délicats agrippaient habilement les vignes encore frétillantes, les tirant fermement et les attachant en place avec un réseau de nœuds à la fois élaboré et impitoyablement solide. Sortant de nulle part, elle récupéra une bobine de corde tressée et l'attacha à ses chaînes. Alors qu'elle l'enroulait autour de son corps et l'attachait à l'arbre, son toucher était étonnamment délicat, mais ferme. Comme un rappel brutal de son impuissance, ses armes, y compris le couteau à plasma désactivé, étaient à quelques centimètres de lui et sa chemise tactique était tordue, le tissu tendu au niveau des coutures. Avec un rythme captivant, ses 4 queues balayaient l'air, tandis qu'elle le contournait doucement comme un prédateur évaluant sa proie. Elle l'étudiait intensément, notant son équipement, sa posture et l'expression obstinée sur son visage. Son arôme flottait déjà à travers les bois, une combinaison particulière mais délicieuse de cannelle de musc sauvage et du même ozone qui remplissait l'air. Elle s'arrêta devant lui, le rapprochant, jusqu'à ce qu'il puisse sentir la chaleur de son corps, puis elle se pencha jusqu'à ce que leurs visages soient à quelques centimètres l'un de l'autre. Alors qu'elle examinait le dernier nœud, son toucher, s'attarda un peu plus longtemps, son souffle chaud s'évaporant sur son cou. Au lieu de gaspiller son souffle en menaces et supplications, il ne se battit pas. Ses pensées s'emballaient alors qu'il écartait des options et utilisait le même raisonnement impassible qui lui avait sauvé la vie d'innombrables fois. Non, ce n'était pas un braquage. La valeur de son équipement était substantielle. Pourtant, elle ne l'avait même pas touché. Ce n'était pas juste un désaccord sur le territoire. L'assaut avait été trop planifié et orchestré. Quelque chose dans cette affaire semblait rituel. J'étais mis à l'épreuve. Quand elle a finalement parlé, c'était un ronronnement bas et musical qui a fait battre son cœur à tout rompre. Quelque chose dans le son semblait à la fois séduisant et effrayant. Et elle murmura « C'était juste pour te protéger » en resserrant l'une des cordes pour insister « Le bosquet a une façon de manipuler les esprits qui ne sont pas ancrés. » Me crois-tu? Le visage de Ben restait impénétrable, un masque de neutralité qu'il avait soigneusement façonné. Il vit ses yeux jaunes intenses et il eut un défi plutôt qu'une animosité. Avec une confiance inébranlable, il comprit que sa vie dépendait du prochain coup qu'il ferait dans ce jeu qu'il n'avait pas encore pleinement compris. Dans l'atmosphère tendue entre eux, Ben laissa sa question planer comme si c'était un objet physique chargé de l'énergie latente du bosquet. Une réponse évidente aurait été une démarche naïve, un piège binaire tendu par une entité qui traitait des nuances de sens. Pas du tout aussi facile que de répondre oui ou non. Céder serait montrer de la faiblesse et de la vulnérabilité à la manipulation. Ce serait céder, reconnaître la peur et accepter son histoire sans enquête. Il serait dépeint comme un ennemi peu fiable s'il refusait ce qui serait un acte de rébellion flagrant et inviterait à des contraintes supplémentaires peut-être plus douloureuses. Il analysa les possibilités à la vitesse de la lumière, son intellect aiguisé par des années de négociations dans des situations périlleuses où un lapsus pouvait faire la différence entre une transaction fructueuse et des brûlures au plasma sur la poitrine. Elle croisa son regard et il décida de prendre une autre voie.
Quelqu'un qui était conscient de sa force, mais ne s'y soumettrait pas. Une tentative de changer le ton de leur rencontre passant d'une simple enquête à un respect mutuel. Il choisit de ne pas répondre à son défi feulé, mais au lieu de cela, il déchaîna l'arme qui lui manquait sa voix, une voix ferme et calme qui traversa les bois moites. « Si je suis vraiment en danger, alors montre-moi de quoi ?» dit-il, son ton trahissant un air de pouvoir subtil qui la surprit brièvement. Prétendre que c'est pour ma propre protection est le plus vieux mensonge de la galaxie, peu importe à quel point les barreaux sont jolis. Prouve-le. Un bref élargissement de ses pupilles fendues révéla une lueur de véritable intrigue sous le calme prédateur et quelque chose d'inattendu traversa ses traits. Elle n'était évidemment pas habituée à ce que ses épreuves soient accueillies avec une telle défiance analytique et directe, une réponse qui ne cédait pas, mais exigeait plutôt une explication. Un sourire sournois se répandit sur ses lèvres, exposant ses canines acérées, et l'une de ses 4 queues frétilla brusquement et curieusement. Elle accepta sa contre-proposition, non pas verbalement, mais en agissant. Elle ferma les yeux pendant une seconde, en posant sa main fine à 3 doigts sur l'écorce chaude de l'énorme arbre auquel il était lié. L'air autour d'eux devint lourd, vibrant d'un bourdonnement bas et résonnant qui semblait provenir du sol sous ses pieds. Le paisible bosquet, avec ses champignons lumineux et ses motifs changeant de violet et d'or, commença à s'estomper à mesure qu'il s'approchait les formes solides des arbres, tremblant et se floutant comme s'il regardait à travers une brume de chaleur. Le monde scintillait, les couleurs se mélangeaient, et l'odeur d'ozone imprégnait l'air. La terre humide et les vapeurs nocives de circuits en feu et de métal surchauffé passaient devant lui, laissant une odeur qu'il n'oublierait jamais. L'arbre solide derrière lui fondit son écorce rugueuse remplacée par l'acier froid et vibrant de la cloison d'un chasseur spatial. Les doux sons de la forêt furent noyés par le crissement perçant du métal qui se déchire et le hurlement perçant et paniqué d'un klaxon d'alerte de proximité. Il n'était plus dans le bosquet crépusculaire et était retourné au Stardust Drifter 6. Il y a des années, alors qu'il était sur le point de faire sa dernière plongée désastreuse dans le puits de gravité d'une géante gazeuse en effondrement, l'illusion était parfaite, une reconstitution étrangement précise du pire jour de sa vie, faite pour être ressentie autant que vue. Il pouvait sentir le tremblement violent des plaques de pont sous ses pieds, la chaleur intense d'un conduit de plasma rompu, brûlant l'air à sa gauche, et le horrible soubresaut de la gravité artificielle qui cédait. Au milieu de la fumée tourbillonnante et des lumières d'urgence clignotantes, il aperçut le visage de Rorik, son partenaire, ami et frère, dépourvu de tout sauf de sang pris au piège, sous une poutre de soutien tombée. La projection holographique était plus qu'un simple souvenir. C'était une arme, une attaque psychique ciblant les recoins les plus profonds de son âme. Sa jambe était écrasée et son visage était un masque de terreur et d'agonie. Rorik hurla son nom, un son que Jenny ou sa projection observa à travers la brume, et la confusion non pas cruellement, mais avec l'intense concentration clinique d'un chirurgien sondant une blessure. Les yeux jaunes de Jenny semblaient absorber sa douleur, mesurant sa réaction, attendant qu'il craque, serrant la mâchoire. Tirant l'air fantomatique et enfumé dans ses poumons en mesure lente et délibérée, Ben se força à respirer sa mâchoire douloureuse à cause de la réalité du moment. Il avait vécu 1000 nuits solitaires à travers une douzaine de systèmes stellaires, et il ne serait pas brisé par leur écho. Il a combattu la panique et la culpabilité montante, le poids écrasant de son échec, en se concentrant sur les détails, en utilisant son esprit analytique qui était son atout le plus fort. La marque de brûlure sur la cloison était légèrement décalée à un ton trop sombre. La fréquence du klaxon était décalée de quelques décibels, un minuscule défaut que seul quelqu'un qui l'avait vécu de première main remarquerait. Son masque de prédateur glissa brièvement alors qu'il regardait Jenny, l'observatrice silencieuse, dans son enfer personnel et parvint à voir, au-delà de sa grâce troublante et de ses traits extraterrestres, un éclat de quelque chose de profondément familier dans ses yeux,
une tristesse ancienne et profonde, une compréhension partagée de la perte qui transcendait les espèces et les langues au lieu du visage hurlant de son ami mourant. Puis cela lui frappa. Les illusions n'étaient pas seulement un outil pour manipuler les autres. Elles étaient une barrière protectrice, une forteresse érigée autour d'un cœur blessé, un mécanisme de défense né d'un besoin intense et fondamental de protéger quelque chose de précieux d'un cosmos impitoyable. La vérité le frappa de plein fouet, brisant ses illusions et rendant tout parfaitement clair. Cette expérience complexe et brutale ne visait pas à évaluer sa valeur abstraite. Il s'agissait de comprendre sa capacité à infliger de la douleur, d'introduire le genre de souffrance qu'elle reconnaissait si clairement dans sa réalité. Alors qu'il parlait, sa voix était tendue par la suppression de l'illusion, mais elle était claire et stable, remplie d'une profonde compréhension. Il a accompli cet exploit remarquable, tout en fixant son regard sur le sien, ne la voyant plus comme un monstre, mais comme une survivante. Cependant, j'ai vécu la vraie chose. Ce n'est qu'un spectre. Avec une respiration régulière, il exhala la fumée fantomatique de ses poumons, puis lui donna la réponse révisée, celle qui était basée sur une poussée inattendue d'empathie plutôt que sur un calcul stratégique. « Je crois que tu essaies de protéger quelque chose, » dit-il, ses mots perçant le chaos et l'euphorie. « Et je crois que vous utiliserez tous les moyens nécessaires pour le faire. » Son perspicacité, sa capacité à percevoir la motivation de l'attaque était la clé qu'elle cherchait. L'illusion se brisa en un instant, non pas en s'effondrant, mais en se repliant sur elle-même comme une vitre brisée. Le bruit du métal déchiré et de la fumée s'est rapidement estompé, remplacé par le silence paisible et bourdonnant du bosquet crépusculaire. Les chaînes qui l'avaient lié glissèrent coupées par un seul mouvement décisif de son poignet où une petite lame dangereusement tranchante avait surgi de son bracelet. Il tituba en avant libre, massant ses poignets, pour améliorer la circulation sanguine, le regard fixé au sol. Il n'avait pas seulement réussi son test, mais l'avait également compris, et ce faisant, il lui avait montré une facette d'elle-même qu'elle n'avait pas anticipée. La lueur prédatrice dans ses yeux s'était estompée, remplacée par une curiosité fatiguée, alors qu'elle se tenait devant lui, son expression un mélange complexe d'étonnement, de respect réticent et d'une incertitude prudente persistante. Elle finit par répondre, sa voix perdant son ronronnement séduisant et adoptant un ton plus professionnel, presque timide. « Le bosquet, murmura-t-elle, trouve ton cœur. » Le cessez-le-feu non dit entre eux était palpable, une chose scintillante et incertaine dans l'air. Acceptable. Elle fit une pause, ses quatre queues frémissant nerveusement, comme si les mots eux-mêmes lui étaient étrangers. Pour l'instant. Ben fit une pause pour se ressaisir, alors que les sensations fantomatiques de l'illusion, la chaleur, le pont tremblant et le poids écrasant de son propre échec s'estompaient progressivement, laissant derrière eux la réalité fraîche et humide de Yuna. Les mots « pour l'instant » résonnaient dans le silence soudain du bosquet, servant de rappel brutal et puissant que sa liberté était conditionnelle, une trêve temporaire, plutôt qu'un droit restauré. Il plia ses mains, la peau dessus brute et irritée par les vignes, et commença à rassembler son équipement de manière méthodique et précise. Avec un petit poids réconfortant dans sa paume, il ramassa son couteau à plasma et effectua un diagnostic rapide, entendant le doux bourdonnement de son activation confirmer qu'il était intact. Il vérifia ensuite la charge de son amortisseur d'énergie et réinitialisa le scanner environnemental à son poignet. Jenny l'observait en silence, ses quatre queues maintenant immobiles, ses yeux jaunes perçants, suivant chacun de ses pas, avec une expression indéchiffrable, tandis qu'il vaquait à ses occupations habituelles, cherchant réconfort et assurance dans la fiabilité de ses outils. Une fois que Ben fut satisfait de l'état de son équipement, il se tourna vers elle, sa posture n'étant plus défensive, mais celle d'un homme prêt à négocier.
L'agression prédatrice avait disparu, remplacée par une curiosité prudente et analytique, comme si elle le voyait pour la première fois, non pas comme un envahisseur à soumettre, mais comme une variable complexe et imprévisible qui venait d'être ajoutée à une équation dangereuse. Il parlait d'un ton calme, comme si ses mots pouvaient transmettre le calme qu'il avait maintenu pendant l'épreuve de l'attaque psychologique. Vous avez testé ma résilience en me faisant revivre une terrible expérience de mon passé. Ce faisant, vous vouliez en savoir plus sur ma tolérance au chagrin et sur le genre de démon que je traîne avec moi. Un simple intrus ne passerait pas ce genre de contrôle. Défendre ce bosquet contre les intrus n'est pas votre seule responsabilité. Vous le protégez d'une menace particulière, une menace à laquelle vous pensez que je pourrais être lié. La véritable menace à laquelle vous avez fait allusion, celle qui justifie le besoin apparent de ligoter des personnes au hasard et de sonder leurs esprits, persiste. Le temps des jeux et des épreuves était révolu, et la gravité de la situation l'enveloppait comme un linceul. Il s'appelle Xenocorp, commença-t-elle sa voix basse et empreinte d'un horrible mépris qui rendait son hostilité précédente envers lui insignifiante en comparaison. Maintenant que tu as jugé mon cœur acceptable, je pense qu'il est temps que tu me dises à quoi nous sommes vraiment confrontés. Sa franchise semblait percer sa prudence, et elle hocha lentement la tête, reconnaissant la vérité dans son évaluation. Elle fit un mouvement oblique vers le nord, tout en exprimant son désapprobation, disant « une opération de ressourcement des systèmes extérieurs connus pour leur minutie ». L'arrivée de l'opération a eu lieu il y a 3 jours standard. Le vaisseau d'atterrissage a causé une blessure béante à la forêt qui saigne encore. Vous ne pouvez pas vous comparer à eux. Leur manque de décence et de respect est palpable. Alors qu'ils se frayent un chemin à travers la forêt, ils utilisent des défoliants pour contaminer le sol et des foreuses soniques pour briser les vieilles pierres. Leurs armes mécanisées produisent une mélodie dévastatrice. Tout comme vous, ils essaient de trouver la carte des étoiles. Malheureusement, ils ne voient pas son importance pour déchiffrer l'histoire. Tout ce qu'ils peuvent imaginer, c'est qu'elle est une ressource à piller ou à vendre pour de l'argent. Avec une histoire hurlant dans l'air, elle s'arrêta. Les arrêter a été notre objectif. Le bosquet est prêt ayant employé ses illusions et protections. Des amortisseurs psychiques, des barrières énergétiques et des hommes émotionnellement distants et mentalement désintéressés en font des ennemis redoutables. Un type qui semble connaître cette région comme personne d'une autre planète les dirige. Un type qui lit dans nos pensées et riposte avec une froideur glaciale. Un sentiment de mauvais pressentiment envahit l'estomac de Ben, et ses remarques suivantes validèrent horriblement ses pires craintes. « Il s'appelle Cal », dit-elle, ses yeux dorés fixés sur les siens comme si elle cherchait un signal de reconnaissance. Ce ne pouvait pas être lui, Cal. Le nom frappa Ben comme un coup de poing, le faisant halter pour reprendre son souffle. Malgré tout ce qui s'est passé, Ben ne veut toujours pas revoir Cale, son ancien partenaire avant Rorik. Cale était un chasseur de reliques au sang froid qui pensait que l'histoire appartenait à celui qui payait le plus cher, une philosophie qui a finalement causé la rupture de leur partenariat. Ben détestait Cale pour son immoralité et son cœur froid, et il détruirait une bibliothèque entière juste pour mettre la main sur un livre rare. La situation était bien plus dangereuse qu'il ne l'avait anticipé, surtout qu'il dirigeait une équipe de démolition d'entreprise. Jenny dit « Tu le connais ?» d'une voix douce mais assurée, remarquant le mélange de surprise et de reconnaissance dans les yeux de Ben. Tout ce qu'il pouvait faire était de hocher la tête alors que le poids de cette révélation l'écrasait. Il se retrouva en plein milieu de la zone d'impact, sa quête profondément personnelle venant de se heurter au recoin sombre de son propre passé. La carte des étoiles s'était transformée d'un prix séduisant en l'épicentre d'une confrontation avec un homme qui connaissait bien ses stratégies, son passé et ses vulnérabilités. À cet instant, un lien tacite se forma. Jenny détenait la clé pour naviguer dans le bosquet avec ses chemins secrets,
ses défenses sensibles et ses puissantes énergies psychiques, tandis que Ben possédait les connaissances tactiques, la compréhension des protocoles militaires corporatifs et une perspicacité intime et amère de l'esprit de Cal, dont les Yunari liés à la nature et pacifiques manquaient désespérément. Leur partenariat n'était pas né de la confiance mais de la désespoir mutuel et d'un ennemi commun. Leur dynamique était électrique dès le début. Un mélange dangereux de respect prudent et de plaisanterie mordante entre deux chasseurs contraints de chasser ensemble. Alors qu'ils descendaient plus profondément dans le bosquet loin de la vue de son procès, leur capacité complémentaire devenait évidente. Ben aurait besoin de cette connaissance s'il voulait atteindre la carte des étoiles avant que Cale ne puisse l'arracher du cœur de son monde. Avec une précision chirurgicale, Jenny désignait un nœud de capteur Xenocorp dissimulé dans l'écorce d'un arbre. Ben identifiait ensuite le modèle, décrivait son rayon de détection et son potentiel de souffle, et décrivait la fréquence exacte requise pour le désactiver à distance, démontrant une impressionnante démonstration de connaissances techniques qui impressionnait clairement Jenny. De manière inattendue, leur premier véritable défi en équipe est survenu alors qu'ils naviguaient habilement dans un canyon étroit dont les parois brillaient de dépôts cristallins. Jenny l'arrêta net en désignant une ouverture où une patrouille de Xenocorps composée de 4 soldats blindés scannait méticuleusement la zone avec des fusils à énergie lourde. Jenny se déplaça rapidement pressant sa main contre la paroi du canyon les yeux fermés alors qu'elle dirigeait son énergie psychique. L'air autour de la patrouille commença à scintiller et à se déformer, et la solide paroi rocheuse devant eux sembla se tordre et se reformer en une illusion chatoyante complexe, ressemblant à un sanctuaire Yunari, avec une lumière douce et accueillante. Cela se produisit avant même que Ben puisse envisager de lever son propre pistolet, sachant qu'engager un échange de tirs directs serait une mission suicide. Ben a profité de la situation lorsque 2 des soldats sont descendus pour examiner l'artefact fantôme, se disputant pour savoir qui pourrait le récupérer. Au lieu de tirer une charge mortelle, il a envoyé une impulsion électromagnétique ciblée en entrant une commande sur son bracelet, surchargeant les packs d'alimentation de leurs armes et scanners. C'était une brillante tromperie qui jouait sur leur avidité et leur curiosité. Ben et Jenny se sont faufilés dans un passage latéral, tandis que les soldats juraient et luttaient avec leur équipement défectueux et l'illusion grossissante. La décharge résultante était inoffensive, mais extrêmement chaotique, envoyant des gerbes d'étincelles dans l'air et déclenchant les systèmes d'armure qui hurlaient des alarmes. Le péril mutuel et la réalisation impeccable de leur plan de dernière minute, créant le premier lien délicat dans une connexion qui semblait plus puissante et essentielle que n'importe quelle corde. Le passage étroit menait à une section de la forêt qui semblait radicalement différente, l'air vibrant d'un ton résonnant plus profond, et la lumière environnante prenant une teinte plus douce et dorée. Dans son scanner avancé, la paroi rocheuse devant eux semblait être une roche solide et infranchissable. Cependant, Jenny le guidait en avant en suivant des indices environnementaux subtils qui lui étaient complètement invisibles, comme un petit scintillement dans l'air ici et un ton harmonique spécifique provenant d'un affleurement cristallin là-bas. Elle s'approcha du mur sans hésitation, plaçant sa paume contre un point spécifique non marqué. Une partie du mur se rétracta, révélant une entrée qui se referma derrière eux, avec un son semblable à celui du sable qui se déplace. Ils entrèrent dans un vaste espace caverneux à l'aspect étrange à la fois sanctuaire et village caché, tissé dans le bois vivant de 12 arbres énormes interconnectés, dont les branches supérieures se perdaient dans la pénombre crépusculaire très haute au-dessus. Les habitations étaient reliées par de gracieux ponts tissés à partir de vignes vivantes et de sève durcie, et l'espace lui-même était à couper le souffle par son ampleur et sa beauté extraterrestre. L'intérieur était illuminé par une lumière ambiante chaleureuse et le son des carillons éoliens fabriqués à partir de pierres de rivière lisses, et le faible murmure des conversations remplissait l'air. Ce n'était pas un site archéologique à étudier ou à préserver.
C'était plutôt une communauté vibrante, un sanctuaire de profonde tranquillité qui contrastait fortement avec les halls impersonnels et fonctionnels des stations spatiales et des avant-postes où il avait vécu auparavant. Ben, habitué à l'immobilité des tombes oubliées et à la froideur de l'espace, ressentait une sensation accablante d'être un étranger, son équipement tactique et son cynisme usé étant une note discordante dans l'harmonie de la vie. Il vit les enfants Yunari se poursuivre joyeusement le long des hauts ponts, leur rire résonnant dans la vaste pièce. Les anciens étaient assis en cercle communautaire, leurs mains se mouvant en motifs complexes, alors qu'ils semblaient tisser des fils de lumière pure en tapisserie complexe et scintillante qui représentaient l'histoire de leur peuple. Ben vit ce que ce n'était pas un simple site ou un artefact de technologie antique pour lequel Jenny se battait. C'était une culture, une identité inséparablement liée à la Terre, et la carte des étoiles, il commençait à le voir avec une clarté croissante, n'était ni une simple carte à posséder, ni une arme à manier. Alors que Jenny le guidait vers une maison isolée perchée haut dans les branches de l'arbre principal, il découvrit une archive sacrée qui contenait les secrets du lieu et de ses habitants. Les efforts de Cale pour la retirer équivalaient à un crime contre l'humanité. La maison, observatoire, avait une seule grande fenêtre qui surplombait toute la vallée cachée. Il s'affala sur un banc fait de bois vivant, épuisé par son long voyage, l'adrénaline des heures précédentes et le choc culturel du sanctuaire. Cette nuit-là, alors que les lunes jumelles de Yuna brillaient à travers la grande fenêtre projetant leur lumière éthérée, de saphir et de pourpre, une délicate intimité commença à s'épanouir entre eux. Le guerrier et le chasseur de reliques avaient disparu et à leur place se trouvaient deux individus de planètes complètement différentes qui découvraient quelque chose de commun dans le silence maladroit. Ben, attiré par la curiosité subtile de Jenny, s'ouvrit sur son passé d'une manière qui le surprit lui-même. Il raconta son enfance solitaire dans les dômes artificiels d'une mine d'astéroïdes où il n'avait jamais connu que des explorateurs galactiques et des archéologues dont les récits de découverte lui avaient donné un avant-goût d'un passé qui semblait plus vivant et réel que son propre présent rigoureusement structuré. Il avoua que sa carrière de chasseur de reliques était moins motivée par le profit que par la recherche d'artefacts. Avec ses 4 contes doucement bercés dans ses bras et ses yeux jaunes brillants, reflétant les 2 lunes et une résonance profonde, Jenny écoutait avec une immobilité empathique alors qu'il aspirait à une connexion, un moyen de toucher les fantômes de l'histoire et de se sentir partie de quelque chose de plus grand que lui-même. D'autre part, elle lui transmit la philosophie fondamentale des Unari, une histoire du cosmos, comme un grand métier à tisser avec des filles infinies, tissé à partir d'actes de foi, de bravoure et de sacrifice. Un seul acte de foi, disait-elle, pouvait altérer le motif de son destin, renforçant le tissu pour tous, tandis qu'un acte de trahison ou de cupidité pouvait déchirer le tissu en lambeaux, détruisant des mondes. Leur civilisation, leur respect pour le bosquet et leur soin de la carte des étoiles étaient tous façonnés par ce concept. La conversation était comme un pont en construction constante, au-dessus du grand gouffre séparant leurs expériences, chaque récit étant soigneusement mis en place. Ben regardait avec admiration, alors qu'elle s'approchait d'un groupe de gourdes et de flacons cristallins, ses 4 queues préhensiles, se déplaçant avec une grâce étonnante et coordonnée qu'il n'avait vue que comme des appendices expressifs ou des armes potentielles. Elle proposa de préparer une boisson traditionnelle Yunari pour briser l'intensité croissante entre eux. Le geste était à la fois étranger et charmant. Alors qu'une queue pulvérisait minutieusement une herbe parfumée dans un bol en pierre, une autre mesurait un liquide lumineux provenant d'une fiole, une 3e fouettait la concoction avec un fouet en bois et une 4e stabilisait la tasse, toute l'opération étant une danse magnifique et gracieuse de multitâches. Avec une grâce lente et délibérée, digne d'un homme incroyablement sage et âgé, l'un des anciens du village, entra dans la demeure portant la tasse fumante qu'elle avait préparée pour lui.
Lorsqu'il la prit, leurs doigts se touchèrent brièvement, envoyant une vague de chaleur inattendue à travers lui. Ils s'assirent dans un silence confortable, savourant la boisson douce et épicée. Il avait vu leur approche, senti le changement dans l'atmosphère du bosquet et était venu apporter la dernière pièce cruciale du puzzle. Sa fourrure argentée et ses 6 queues symboles d'un immense respect parmi son peuple traînaient derrière lui comme de la fumée. Il leur parla à tous les deux d'une voix basse et bruissante, rappelant des feuilles sèches et décrivit la carte des étoiles comme un système symbiotique, une archive vivante qui nécessitait 2 types d'intelligence très différents pour libérer son plein potentiel. Pas une machine comme Ben l'avait imaginé, pas une console à manipuler ou des données à télécharger. Le raisonnement spatial logique d'un navigateur expert capable de déchiffrer les mathématiques cosmiques et l'harmonie psychique d'un protecteur Unari qui peut sentir les courants vivants de l'univers et suivre les chemins entre les étoiles comme s'ils étaient des fils dans un grand métier à tisser. Les yeux anciens de l'aîné voilés par les brumes du temps se posèrent sur Ben. « Ton arrivée n'est pas une coïncidence, fils des étoiles », murmura l'aîné, son nom pour Ben, semblant à la fois étrange et profondément approprié. Le bosquet est blessé. Les 2 moitiés de la clé avaient été séparées pendant des générations et la carte était restée dormante. Le sang de Xenocorp et du poison. Elle aspirait à l'autre moitié de la clé et dans son désespoir tendit la main au-dessus de l'abîme, non pas avec un signal traçable, mais avec une traction sur les cordes du destin. Seul le contour général de la structure de l'esprit était connu. Ce n'était pas un hasard si votre quête de plusieurs décennies vous avait amené à ce point. Le besoin d'une puissance supérieure plutôt que votre propre curiosité vous a conduit ici. Alors que Ben sentait le poids de la découverte s'enfoncer en lui, il regarda plus l'ancien que Jenny. Il n'était ni un envahisseur, ni un allié commode, et il n'était certainement pas le bienvenu. Un plan cosmique improbable l'avait désigné comme la clé complémentaire. Cette dame avec ses yeux tristes et sa fourrure flamboyante avait été sa destination ultime, tout au long de sa vie l'objet de son engouement et l'objet de sa chasse solitaire.